Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team 2-0. Comme vous le savez, ici nous parlons de football, de tout le football et rien que du football. Avec vous, Francis à la présentation. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon acolyte du jour, Steve Joy. Salut Steve. Salut Francis, salut à toute la team 2-0. Ravi d'être avec toi encore ce soir. Comment était ton samedi? Bah, un samedi normal et un samedi football surtout, donc que demander de plus? Effectivement, on a assisté à des très beaux matchs aujourd'hui. Donc, au programme de cette émission, nous allons donc revenir sur les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs. Nous allons essayer de vous donner nos avis par rapport aux différents scénarios et résultats de cette compétition. Tu es prêt? Allons-y. D'accord, c'est parti. Alors, l'un des quarts de finale qui vient juste de s'achever, c'est la victoire du Real Madrid qui s'est donc qualifié face au Borussia Dortmund. Steve, qu'as-tu pensé de cette qualification du Real Madrid? On va dire dans l'ensemble, c'est une qualification méritée, certes, malgré, malgré la fin du match un peu olé olé, avec un carton rouge, avec deux buts de Dortmund. Donc, c'était un peu compliqué vers la fin, mais dans l'ensemble, quand même, ça, c'est une victoire méritée du Real Madrid. Effectivement, je partage ton point de vue. Le Real Madrid a totalement dominé, voire même géré son match. Ils ont juste mal négocié le match à partir du temps additionnel parce que c'est à ce moment que Dortmund a réussi à revenir. Et grâce au troisième but qui a été marqué à Kylian Mbappé, on s'est dit que le match était plié. Mais comme le dit souvent le dicton, le plus important dans un match, c'est les 5 minutes qui suivent un but. Soit une équipe va prendre l'ascendant, soit une équipe va revenir. Et ça s'est vérifié puisque quelques secondes après le but de Kylian Mbappé, le Borussia Dortmund a refait son retard. Mais bon, finalement, plus de peur que de mal grâce à Thibaut Courtois. Le Real Madrid est qualifié. Alors, Joy Steve, dans ce match, on a eu plusieurs surprises. Déjà, qu'as-tu pensé de la prestation de Franck Garcia? Pour moi, quand même, Fran Garcia, je pense que c'est son premier match où il a vraiment montré de quoi il était capable. Genre, il a été exceptionnel ce match, vraiment. Parce que je pense que c'est son match référence avec le Real Madrid. Sachant, Là, on l'a sachant vu. que, il a été élu homme du match, c'est pour ça que je te pose la question. Effectivement, il a été élu homme du match parce que vraiment, il a fait un très grand match, un très grand match. Vraiment, on ne le connaissait pas, cette capacité-là à être toujours vers l'avant, à à oser des choses. Voilà, d'ailleurs, il a marqué, je pense, son premier but avec Real Madrid. Donc, ça montre à quel point il était vraiment il s'est senti pousser les ailes ce match et il s'est à féliciter vraiment. Depuis le début de cette compétition, on voit quand même Franck Garcia qui évolue à chaque match et ce match-ci, je pense, c'est la consécration de tous ses efforts. Effectivement, on peut dire que depuis qu'il a été repositionné en tant que piston, il est même beaucoup plus impactant que son pendant droit, à savoir Trent Alexander-Arnold. Un autre joueur qui a fait sensation, comme quoi un Garcia peut en cacher un autre, c'est Gonzalo Garcia, qui à la surprise générale était titulaire devant Kylian Mbappé. Et une fois de plus, la pépite du Real Madrid est devenu le serial buteur de cette compétition. Il a marqué son quatrième but dans la compétition. Quelle est ton observation sur le match de Gonzalo Garcia? Gonzalo Garcia, c'est vraiment notre belle surprise de cette Coupe du Monde des clubs côté Real Madrid. Parce que déjà, à la base, on est en train de chercher un avant-centre type Rosselló pour venir entrer dans un autre système de jeu lorsque on voudra jouer autrement. Mais Gonzalo Garcia est sorti du chapeau depuis le premier match.
il a marqué. Deuxième match, il a fait une passe D. Donc, au fur et à mesure de la compétition, il a montré qu'on doit compter sur lui cette saison. Et son match a été à son image toujours, toujours dans les efforts, toujours le premier à faire le pressing, de être là au bon moment, son plat du pied, sécurité pour mettre son but. Vraiment, c'est vraiment un, j'espère que lui est un futur grand joueur parce que ce qu'il montre, vraiment, c'est très bien pour lui. Moi, ce qui me plaît dans le comportement et dans la manière avec laquelle Gonzalo Garcia aborde les matchs avec le Real Madrid, c'est par rapport à un triptyque. Dans un premier temps, j'adore sa manière de presser. Il est toujours en train de presser le défenseur, le gardien, à la perte de balle. Il est le premier joueur à presser. Ça rejoint ton propos et celui de Nick dernièrement par rapport au rôle de l'avant-centre qui, normalement, est la première personne à faire la ligne défensive. Donc, c'est un point magnifique de la part de Gonzalo Garcia. Le deuxième point, c'est que contrairement à Kylian Mbappé, il ne cherche pas à marcher sur le jardin du voisin. Ça veut dire, il ne va pas sur le côté de Vinicius, il n'empiète pas sur le milieu de terrain, il ne va pas sur le côté droit, il se contente uniquement de rester sur sa zone. Et ça, pour moi, c'est essentiel pour un attaquant d'être tout le temps présent sur sa zone. Et la conséquence de cet deuxième élément qui va en sa faveur, c'est le fait qu'il a le flair. Il a une capacité à sentir le but qui est incroyable. Et pour un jeune joueur, c'est déjà une marque de fabrique, comme tu le disais, qui pourrait potentiellement, en fonction de son temps de jeu, l'aider à s'améliorer. Il a déjà, à son jeune âge, une capacité à se référer dans la surface, à être présent au bon moment, à sentir le bon moment où il faut intervenir. Parce que là, sur le but qu'il a marqué aujourd'hui, tu te rends compte qu'il fallait qu'il soit là. Je ne suis même pas sûr que Kylian Mbappé aurait été dans cette position-là. C'est pas pour comparer les deux. Attends, Oh ouais, c'est je vois déjà les gens qui vont venir me dire que je compare Kylian Mbappé à Gonzalo Garcia. Non, il n'y a pas match. Mbappé est 1 milliard de fois meilleur que Gonzalo Garcia. Mais je trouve que la manière avec laquelle il se positionne et il joue, ça permet aux autres joueurs du Real Madrid de se libérer et d'essayer de faire ce qu'ils savent faire le mieux. tout à fait. Tout à D'accord. fait, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Un autre point qui a aussi marqué la différence aujourd'hui, c'est le milieu de terrain du Real Madrid qui a entièrement dominé le milieu de terrain du Borussia Dortmund, que ce soit Bellingham, Valverde et surtout Arda Güler qui a une fois de plus fait une masterclass. Ils ont totalement éteint le milieu de Dortmund. Oui, notre milieu de terrain de cette Coupe du Monde des clubs, vraiment, il est monté en puissance au fur et à mesure des matchs. Et on voit que les entraînements et les consignes sont en train de payer, vu que ça devient beaucoup plus cohérent, le système de jeu qui est mis en place. Et on constate vraiment qu'ils s'amusent, en fait. Genre, ils s'amusent réellement, ils prennent plaisir à jouer ensemble, à jouer dans ce style-là. Et vraiment, c'est un bonheur pour nous, les supporters, de voir ce genre de performance de nos milieux de terrain. Mais je pense, moi, bon, j'ai encore une petite interrogation. Je me dis, est-ce, est-ce qu'on a réellement besoin d'un nouveau milieu de terrain? C'est une question que je me pose. Donc, je sais pas. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Bon, perso, par rapport à ta question, je pense que le Real Madrid a besoin d'un nouveau milieu de terrain parce que quand tu te réfères aux autres milieux des autres équipes, ce sont des milieux qui sont vraiment forts. Tu vois déjà le trio parisien, ça court beaucoup, ça fait du box-to-box et c'est un milieu qui est interchangeable. De notre côté, je ne dirais pas qu'on a des profils similaires, mais il nous manque ce milieu de terrain défensif qui récupère beaucoup de ballons et qui est capable de faire du box-to-box. C'est dans ce sens-là où on a des difficultés. Valverde, c'est un très bon milieu de terrain, mais il est plus milieu de terrain qui perfore la ligne offensive. Jude Bellingham, je ne le considère pas comme un milieu, je le considère comme un appui qui fait la transition entre le milieu et l'attaque. Tu vois? Donc, je pense qu'il faut Mhm. absolument au Real Madrid une sentinelle au niveau du milieu de terrain défensif qui permet de, dans le rôle, et de récupérer les ballons
et de remettre au relayeur pour que celui-ci puisse porter la contre-attaque. Ouais, ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Et n'oublions pas aussi que en fin de Coupe du Monde des clubs, Bellingham sera absent pendant un bon moment. Donc, ouais, ça se tient aussi. Yeah. Effectivement, effectivement. Alors, un joueur qui a fait, comment je peux dire, les choux gras, c'est la non-titularisation de Kylian Mbappé. Ça a surpris beaucoup de monde. Le moins que l'on puisse dire, Steve, c'est que lorsqu'il est entré, on savait clairement quel était son objectif. Et effectivement. D'ailleurs, je regardais le match avec mon frère tout à l'heure. Et lorsque j'ai vu Kylian Mbappé entrer, je lui ai dit, il va marquer. C'était comme une évidence. Parce que déjà, je me suis dit, lorsque Xabi Alonso a fait le changement de Vinicius, Kylian Mbappé, je pense que c'était pour préparer déjà le match de Paris en le faisant entrer, en opposant un peu Vinicius, parce que je pense que contre Paris, ce sont les deux qui seront alignés sur la ligne offensive. Donc, il montre qu'il est un grand joueur. Donc, on l'applaudit, une retournée acrobatique. Bah, et ça fait plaisir. D'accord. Je partage ton point de vue. À son entrée, il a montré justement qu'il était là pour marquer. C'est son rôle principal. Il était concentré, focus sur cet objectif-là. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a atteint son objectif. Par contre, je pense aussi qu'il a fait sortir Vinicius et Bellingham parce que les deux étaient susceptibles d'être suspendus en cas de carton jaune pour la demi-finale. Donc là, il a inscrit son 44e but, toute compétition confondue. Sur le plan individuel, il est clair que Kylian a staté. Bien évidemment, sur le plan individuel, on leur dit depuis la fin des championnats et de la Ligue des Champions, bah, Kylian Mbappé, lorsqu'on regarde le côté personnel, il a fait une très bonne saison. C'est juste que bah, lorsque tu fais une bonne saison et que ton club ne gagne pas grand-chose, bah, ça passe un peu, hein, ça passe un peu en sourdine. Donc, mais on sait qui il est, on sait que c'est un joueur qui marquera 40 buts saison pendant, pendant un bon nombre d'années. Donc, de ce côté-là, on n'a pas paniqué. D'accord. Alors, le petit bémol du match, c'est justement le carton rouge récolté par Dino Essène, qui est clairement le meilleur défenseur de la ligne défensive du Real Madrid. Est-ce que tu penses que cette absence va compter? Bah, forcément que ça va compter vu que Gene Olsen a déjà joué tous les matchs de la Coupe du Monde des clubs. Donc, déjà, changer ce maillot-là n'est déjà pas facile. Maintenant, on doit s'adapter maintenant avec un nouveau maillon, soit un nouveau trio ou un nouveau duo qui devra vraiment se mettre réellement en forme parce que le PSG ne va pas venir rigoler, en fait. Donc, parce que Gino Essen, c'est notre défenseur, on va dire, le plus calme, le plus serein, balle au pied. Donc, avec le pressing que le Paris Saint-Germain va faire, bon, il va falloir que celui qui sera là soit plus calme. Et dans ma tête, moi, je vois beaucoup plus un Tchouaméni qui redescend en défense centrale pour le remplacer et peut-être que jouer une défense à 3 je sais pas. Hein. Je me dis que on va vouloir jouer à 3 un 3-5-2 ou je sais pas, ou un 3-4-3 ça va dépendre. Et jouer peut-être avec Rudiger, Asensio et Tchouaméni en défense centrale. Mais cette absence, quand même, va faire beaucoup, beaucoup de mal au Real Madrid. D'accord. Alors, je ne saurais terminer cette confrontation entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund sans noter le nouveau but de Serhou Guirassy. Guirassy qui inscrit donc son quatrième but. Il rejoint justement Angel Di Maria ainsi que Gonzalo Garcia au classement des meilleurs buteurs de la compétition. Et il inscrit par conséquent son quatrième but, son 44e but, pardon, toute compétition confondue. Quelle est ton observation sur l'année, la saison de Serhou Guirassy? Serhou Guirassy a fait vraiment, aussi côté statistique, a fait une grosse saison avec Dortmund. Et vraiment, on le voyait quand même depuis Stuttgart, si je ne me trompe pas. Mhm. Et depuis Stuttgart.
face au but, il était incroyable. Et il le montre encore avec Dortmund, qui est un peu un palier plus haut que Stuttgart. Donc, c'est un un grand attaquant. Et j'espère qu'il continuera comme ça et traversera encore un palier, être dans une plus grande équipe que Dortmund pour continuer sa progression et pourquoi pas à la fin titiller les gros avançants et gagner un solide d'or ou un ballon d'or devant eux. Pourquoi pas? Effectivement, en tout cas, je salue la performance de Serhou Guirassy. Il est important pour le continent africain qu'on puisse avoir des buteurs de classe mondiale qui puissent répondre présent au moment où ils sont le plus attendus, mais surtout qui puissent avoir les mêmes standards que les autres grands buteurs du football européen. Alors, comme vous l'aurez compris, le Real Madrid s'est donc qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs. Je tiens juste à préciser que pour une saison qui est censée être une saison ratée, le Real Madrid est arrivé quasiment au dernier carré de toutes les compétitions auxquelles ils ont participé, excepté la Ligue des Champions. Ils se sont arrêtés en quart. En tout cas, ils ont quasiment joué le titre dans presque toutes les compétitions auxquelles ils ont participé. Une fois que cela est dit, le Real Madrid va donc affronter le Paris Saint-Germain qui a réussi à vaincre le Bayern de Munich à 9 contre 11 dans le choc des Titans. Quel est ton regard sur la prestation héroïque du Paris Saint-Germain? Ah, le Paris Saint-Germain montre encore une fois à quel point ils sont très solides, ils sont très compacts, ils ont une alchimie incroyable dans leur équipe. Donc, malgré le rouge, mais bon, déjà qu'ils menaient déjà avant le rouge, mais ils ont su rester solides avec, même avec le rouge et à piquer quand il fallait. On pensait que le Bayern, peut-être après le rouge, allait revenir au score, mais ils ont réussi à faire le dos rond et à marquer en toute fin de rencontre. Donc, vraiment, chapeau encore au Paris Saint-Germain, même si le match n'était pas extraordinaire, mais c'était un bon match de football et agréable à voir. Justement, moi je te trouve assez dur. Moi je trouvais que le match était plutôt avec une intensité très élevée. Les deux équipes se rendaient coup pour coup. Avant le but de Désiré Doué, chaque équipe a eu son momentum et son moment où il pouvait prendre l'avantage. Quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain, une fois de plus, même si ils ont moins dominé que d'habitude, parce qu'ils ont fait face à un excellent Bayern de Munich, ça montre à quel point ces deux équipes étaient vraiment les deux meilleures équipes de la compétition. De la Euh, compétition. Effectivement, pour moi, cette victoire est une victoire qui symbolise l'ensemble du travail effectué depuis le début de cette année 2025 parce qu'elle représente tout ce qui s'est passé cette année. Ils n'ont pas su faire le pressing qu'ils ont l'habitude de faire, mais ils ont su faire du dos rond, comme ils l'ont fait contre Aston Villa au retour. Ils ont su attaquer comme il le fallait, comme ils l'ont fait contre Liverpool ou contre Aston Villa au match aller. Ils ont fait une prestation vraiment incroyable et héroïque. Et puis, je tiens à mentionner déjà la performance d'Achraf Hakimi, qui a fait sa 14e passe décisive pour Ousmane Dembélé, les stats d'Hakimi. Je ne sais pas s'il y a des latéraux qui ont ce type de stats. C'est 13 buts de compétition confondus et 14 passes décisives. Quel est ton regard sur le match du Lion de l'Atlas, Achraf Hakimi? Achraf Hakimi montre encore une fois que c'est un sérieux prétendant au Ballon d'Or européen. Parce qu'on va pas se mentir, il a fait une saison incroyable, surtout en tant que latéral droit. Ah, d'accord. Donc, si je peux me permettre, toi, carrément, pour toi, c'est un sérieux prétendant au Ballon d'Or. Oui, et je le dis vraiment très convaincu parce que il fait, il est quasiment décisif à toutes les phases finales de la Ligue des Champions, à tout, je pense, huitième, quart, demi, finale. Il a été impactant, il a été solide défensivement, il était bon offensivement. Vraiment, je ne vois pas ce qu'il pourrait faire de plus, en fait,
pour pouvoir prétendre à un ballon d'or vu son poste et vu ses qualités. Donc, c'est vraiment un joueur à applaudir vraiment pour ce qu'il fait avec le Paris Saint-Germain et même avec le Maroc. N'oublions pas sa Coupe du Monde aussi avec le Maroc. Donc, depuis 2022, il ne fait que progresser encore. Donc, c'est vrai, pour moi, c'est vraiment un sérieux prétendant au Ballon d'Or. Et s'il le gagne, il y aura pas scandale, en fait. Moi, là où je suis admiratif, c'est sa capacité à répéter les efforts. Achraf Hakimi a commencé à jouer au JO de 2024 à Paris. Depuis les JO, il a continué à enchaîner les matchs. Il a plus de 60 matchs, toutes compétitions confondues, sachant qu'il va reprendre avec la Ligue 1 et il va reprendre avec la CAN. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est le joueur qui a le plus joué de l'effectif du Paris Saint-Germain, mais bizarrement, on a l'impression que c'est le joueur qui a le plus d'énergie. Et c'est là où j'aimerais vraiment savoir à quoi il est nourri. S'il se contente du couscous marocain pour avoir autant d'énergie, je crois que moi aussi, je vais commencer à manger du couscous marocain. Moi, je sais même un peu de tout ça avec le thé et tout ça. C'est ça, je pense que c'est ça qui lui donne cette énergie-là. Donc voilà. Et moi, ce qui a fait la différence, et c'est là où je donne encore une fois de plus mon coup de chapeau et mon respect au sorcier espagnol Luis Enrique. J'ai trouvé que Bradley Barcola a fait un très bon match. À chaque fois qu'il était sur le côté droit, qu'il avait la balle qui venait vers lui, il réussissait toujours à mettre en difficulté le défenseur qui était face à lui. Malheureusement, il n'a pas pu avoir l'efficacité qu'il méritait. Mais au moment le plus décisif, Luis Enrique a préféré sortir Bradley Barcola et conserver Désiré Doué. Pourtant, j'ai eu l'impression, je ne sais pas si tu partages mon point de vue, que Désiré Doué, des trois offensifs, était le moins bon sur ce match. Mais quand il a remercié Luis Enrique par un but. Quel est ton regard sur le coaching du sorcier espagnol, Luis Enrique? Nous connaissons déjà, il n'a plus rien à prouver, en fait, sur le point du coaching. Je pense qu'il fait aussi ces changements pour faire comprendre aussi à tous les joueurs que bah, chacun aura l'occasion de montrer de quoi il est capable. En fait, donner la chance à tout un chacun pour il montre de quoi il est capable. Donc, je pense que c'est pour ça il fait souvent ces changements-là. Désolé de Ibako, là, surtout eux deux, ils sont en train de changer et ça crée une concurrence. Et ça, je pense que ça va les pousser aussi tous les deux à toujours vouloir évoluer. Et ce n'est que bénéfique pour l'équipe. Mhm. Au-delà de l'apport du coaching tactique et technique de Lucien Enrique, ce qui a noté, c'est le cœur qui se dégage de cette équipe. C'est très rare de voir une équipe qui a 9 contre 11 réussit à rester mobilisée. Et parce que je tiens à préciser qu'après le 1 but à 0, ils prennent successivement une expulsion de Patio et par la suite une expulsion d'Hernandez. Et malgré cela, à aucun moment on a eu le sentiment que cette équipe était déboussolée et allait perdre le fil. Selon toi, à quoi est dû ce supplément d'âme qui anime les joueurs du Paris Saint-Germain? Je pense que bah, c'est vraiment, on va toujours revenir à ça. Depuis qu'ils sont revenus à la deuxième partie de saison, ils étaient tous transformés. Je ne sais pas quel discours qui a été fait là-bas. Qu'est-ce que Luis Enrique leur a dit pour qu'ils commencent à être aussi forts, que ce soit physiquement et mentalement. Ils ont un mental incroyable. Ils peuvent, tu vois toujours, ils ne sont pas en train de paniquer, même quand le match est un peu compliqué pour eux. Ils ne paniquent pas. Ils restent fidèles à leur football. Ils jouent comme ils devraient le faire. Et c'est vraiment, on devrait applaudir vraiment Luis Enrique pour tous les travaux qu'il a pu faire avec eux parce que il leur a donné un mental d'acier. D'accord. En plus de cela, je te relance, je ne sais pas pour toi, mais chaque fois que le Paris Saint-Germain affronte un mastodonte, on a toujours tendance à potentiellement accepter qu'ils ne feront pas un grand résultat, une grande performance. J'ai l'impression que dans cette Coupe du Monde des clubs, le fait qu'ils aient été champions d'Europe les rend encore plus forts qu'il y a quelques mois. Je ne sais pas si tu partages mon point de vue.
Je pense oui, parce que ils ont un statut à préserver quand même. Si le champion d'Europe, l'actuel champion d'Europe sort peut-être quand il trouve une compétition comme ça, bah, ça va faire très, très beau à voir. Donc, je pense que ça a été un plus, un élément supplémentaire qui fait en sorte qu'il puisse encore performer à ce point. D'accord. On ne saurait clôturer la confrontation entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich sans évoquer Ousmane Dembélé, qui a donc inscrit son 34e but de compétition confondue, un but inscrit à 9 contre 11. Est-ce que ce but d'Ousmane Dembélé ne clôture pas la course au Ballon d'Or, justement? Bah, ça ne clôture pas, mais il est toujours en pole position pour gagner ce ballon d'or. Donc, mm, D'accord, parce que qu'il marque, qu'il ne marque si je peux pas. me permettre, si je peux me permettre, je trouve quand même assez bizarre que dans cette Coupe du monde des clubs, il y avait quasiment 2 prétendants. Bon, pour moi, il y en avait qu'un seul, mais il y a un deuxième que les médias ont rajouté pour cette Coupe du monde des clubs, à savoir Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Et bizarrement, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'un s'est blessé justement contre l'équipe d'Espagne, à savoir Ousmane Dembélé, une des équipes qui a l'un des principaux favoris des médias. Et l'autre, il a été frappé d'une gastro. J'ai rarement vu une diarrhée qui prend 3 semaines. Donc, je me suis dit, Lamine Yamal, sincèrement, j'aimerais bien avoir le numéro de son marabout. Ouais, tu vois, tout est il est en vacances et tout, lui, peut-être là, en train de trafiquer des choses, on ne sait pas. Oui, mais parce que jusqu'à aujourd'hui, j'avais l'impression que perso, je t'ai toujours dit que pour moi, le Ballon d'Or, c'est Ousmane Dembélé. Maintenant, j'avais l'impression que la Coupe du monde des clubs donnait plus de points à Lamine Yamal, vu que Ousmane Dembélé et celui que les médias français ont rajouté, à savoir Kylian Mbappé, étaient tous subitement frappés de maladie. Donc, je ne sais pas si, pour revenir sur pour sortir de la parenthèse, est-ce que tu ne penses pas que ce but affirme encore plus sa pole position pour la course au Ballon d'Or? Comme je le disais précédemment, je pense pas que ça affine ou bien ça enlève quelque chose parce que pour moi, je pense que même dans la tête de beaucoup de gens, c'est leur ballon d'or en fait. Donc, comme je l'ai dit, qu'il ne marque pas, il a toujours ce statut de favori au ballon d'or. D'accord, je comprends parfaitement. Alors, malheureusement, dans cette confrontation, Jamal Musiala a été percuté lors d'un choc avec Donnarumma. Il revenait déjà de 4 mois de blessure. C'est pour ça qu'il était remplaçant dans la plupart des matchs de la Coupe du monde des clubs. Il était en mode reprise. C'est une perte sur le plan du beau football à travers l'absence de Jamal Musiala. Quelle est ton observation par rapport à cette grave blessure qu'il a subie? Oui, c'est tellement, j'ai vu l'action encore, c'est difficile même de se tenir le regard avec ce genre de blessure qu'on n'aime pas voir dans notre football parce que voilà, sa saison qui est totalement terminée et maintenant on sera dans l'inconnu lorsqu'il reviendra. Est-ce qu'il aura toujours le même niveau qu'il avait ou comment il sera? Donc, c'est vraiment dommage pour lui et pour le Bayern de Munich de perdre un joueur de talent. Donc, courage à lui et prompt rétablissement à lui. C'est sur ces belles paroles de Steve. Je dirais qu'on va passer au quart de finale de la journée de vendredi, à savoir Palmeiras qui affrontait Chelsea. Et Chelsea a réussi à... Je ne veux pas dire qu'ils ont maîtrisé leur match, mais en tout cas, grâce à un but contre son camp des joueurs de Palmeiras, ils ont réussi à se qualifier pour les demi-finales. Finalement, cet effectif de Chelsea, que nous on appelle le poulailler, qui est tellement exhaustif, ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Ils ont gagné l'Europa Conference League en mettant en place une équipe qui ne joue même pas en championnat. Et là, ils sont qualifiés pour le dernier carré de la Coupe du monde des clubs. Finalement, est-ce que le nouveau projet de Chelsea n'est pas un projet gagnant?
Quand tu énumères tout le fait de cette saison, on peut juste dire que c'est vraiment gagnant pour eux parce que ils ont, en fait, ils sont tellement nombreux qu'ils ont cette capacité à faire plusieurs choses à la fois, en fait. Donc, une équipe qui joue le championnat, c'est pas une équipe qui joue la Conference League, c'est même pas. Donc, leur projet, c'est vrai que c'est aussi flou, mais leur capacité à recruter des jeunes joueurs pour les faire jouer ou bien pour les prêter, bon, si ça paye, si ça paye à la fin, tant mieux pour eux. Et voilà, actuellement, ils sont demi-finalistes de la Coupe du Monde des clubs. Peut-être qu'ils seront finalistes même, parce qu'ils vont rencontrer quand même le Fluminense. Et peut-être ils seront en finale de Coupe du Monde des clubs et peut-être pourront la gagner. Donc, vraiment, malgré qu'on se moquait d'eux, mais ils font quand même le job. Mais je tiens à préciser qu'ils continuent d'appliquer la même politique puisque pas plus tard que la semaine dernière, je crois que c'était mardi, ils ont officialisé le transfert d'un joueur brésilien. Ce joueur a joué vendredi contre Palmeiras. Comme quoi, comme tu le disais tantôt, cette politique d'avoir un amphi 500 dans le vestiaire, ça porte tes fruits. De son côté, dans le duel des sensations des huitièmes de finale entre Fluminense qui a éliminé l'Inter Milan et Al Hilal qui a éliminé Manchester City, le moins que l'on puisse dire, c'est que le club brésilien a continué à danser de la samba. Déjà, je pense que je dois avoir une médaille d'abord parce que je pense que j'ai pronostiqué tout ce que j'ai pronostiqué, ça s'est réalisé. Donc, Je suis désolé, mais avec tout le respect que je te dois, j'ai appelé la VAR. Tu avais pronostiqué à Lille, pareil pour Nick. Je suis le seul à avoir non, pronostiqué j'avais pronostiqué Fluminense. Fluminense. Ah ben non. J'avais- On va revoir. Je pense que c'est lui plutôt qui a pensé à l'Iran. En tout cas, il y a la VAR, donc on pourra aller En répondre. tout cas, don't tact. Disons que tous les deux, nous avons pronostiqué Fluminense. Voilà. Donc, vraiment, c'était quand même un match très agréable. Vraiment, à voir, toutes les deux équipes ont joué avec leur force. Ils ont été, c'est vrai que Fluminense était beaucoup plus défensif. Al Hilal a dominé quand même une bonne partie du match, mais malheureusement pour eux, ils sont tombés sur une très bonne défense de Fluminense et ils n'ont pas eu beaucoup de chance pour eux et c'est ce qui a mené à la victoire de Fluminense. Mais très beau match et très content de cette victoire aussi de Fluminense et de Thiago Silva. Moi, je suis assez déçu, même si j'avais pronostiqué la victoire de Fluminense. C'est tout simplement parce que je savais que sur le plan défensif, ils ont un style de jeu qui n'est pas propice à l'équipe d'Al Hilal, qui chaque fois qu'elle a joué contre un bloc bas, n'a pas réussi à gagner. Quand tu regardes le profil des joueurs d'Al Hilal, que ce soit Milenkovic-Savic, Malcolm, ce sont des joueurs qui ont besoin d'espace pour pouvoir être efficaces. D'une part et d'autre part, j'ai l'impression qu'ils ont été pris par l'enjeu parce que les 40 premières minutes de jeu, franchement, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Il a suffi d'une incursion de Fluminense sur le camp d'Al Hilal pour ouvrir le score par l'intermédiaire de Martinelli, d'une superbe frappe. Et lorsqu'ils sont revenus des vestiaires, Al Hilal a un peu beaucoup plus poussé. Ils ont égalisé, ils ont repris le momentum du match. Mais Hercules, qui est le super sub de cette compétition, car c'est lui qui était déjà entré contre l'Inter de Milan et qui a marqué le but du 2 buts à 0. Et c'est le même Hercules, franchement, c'est vraiment le Mbombo, comme on dit chez nous, d'Hercule. Il est entré et il a réussi à marquer à nouveau pour qualifier l'équipe de Fluminense pour les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs. Est-ce que selon toi, cette qualification de Fluminense représente le plus beau parcours pour l'instant de cette compétition? Pour une équipe brésilienne, c'est une très belle histoire pour eux. Donc, je pense que ça montre aussi au monde entier qu'il n'y a pas seulement le football en Europe. Ça montre qu'il y a le football un peu partout dans le monde, en Arabie Saoudite, au Brésil, un peu partout. Donc,
vu qu'ils voulaient aussi montrer de quoi ils sont capables, c'est une très bonne, comment on dit, une très bonne publicité pour leur championnat déjà, pour leurs joueurs et pour le jeu en lui-même. Donc, vraiment, on peut dire que c'est un très beau parcours pour eux. Et même s'ils ne vont pas au bout, ils ont déjà fait une très bonne Coupe du Monde des clubs. D'accord, c'est parfait. Et je tiens à préciser que sur les 4 participants pour les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs, on voit donc il y a une sorte de suite logique par rapport à la hiérarchie au début de la compétition. Par rapport aussi au parcours des différents clubs. Il y avait 4 clubs brésiliens qualifiés pour les huitièmes de finale et il y avait près de 8 à 10 clubs européens qualifiés pour les huitièmes de finale. À la fin, on se retrouve avec 3 Européens contre un Brésilien. Comme quoi, une sorte de hiérarchie a été respectée. Bref, les amis, voilà donc ce qu'on pouvait dire sur les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs. Je vous invite à nous donner vos avis dans les commentaires sur les matchs qui vous ont plu, quel est le joueur qui vous a le plus impressionné durant ces quarts de finale et quels sont, selon vous, ceux qui font office de favoris à la victoire finale. Prenez soin des vôtres et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager.